Allez, tout est en place. 21h passées de 43 minutes, on a dit, on va poursuivre le débat depuis tout à l'heure en télé avec Laura Séné et Sébastien Gilles. Nous allons poursuivre avec Sébastien. Bonsoir Pat. Bonsoir. Alors, ce débat, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça continue. J'espère en tous les cas qu'il a été informatif, qui vous a permis à vous, auditeurs, internautes ou téléspectateurs, de peut-être continuer, de vous forger votre sentiment autour de cette campagne de vaccination, de peut-être évacuer un certain nombre d'idées reçues. Mais je sais que le travail va continuer, les professionnels de santé le pensent aussi, et on va continuer également de répondre à vos interrogations, à vos questions pendant cette demi-heure ici. Avec nous en studio, Éric Coriolan, qui est membre de Sentinelle Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Coriolan. Bonsoir Sébastien Gilles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là donc pour porter cette parole, pas des anti-vax, mais ce que l'on qualifie des vaccinaux prudents, c'est ça? Je ne suis pas un anti-vax, je suis vacciné, Voilà. J'ai un certain nombre de vaccins. Ce qui se passe, mais c'est pas mon cas personnel, et je pense que les autorités devraient en tenir compte. Il y a une vraie défiance, il y a une absence totale de confiance qui suscite ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire les gens ne veulent pas se vacciner, et surtout en Guadeloupe, on a une phrase qu'on connaît très bien qui dit qu'elle nous pas cacher chat en sac. C'est-à-dire que une chose sur laquelle on n'a pas suffisamment de recul comme ça, c'est prématuré de vouloir l'administrer à une population aussi importante. C'est extrêmement dangereux. Alors c'est une nouvelle technologie, je l'entends bien. Et qui répond à une urgence, manifestement, l'urgence, si on on en peut croit en discuter. la parole scientifique. L'urgence, on peut en discuter. Parce que si on prend les chiffres réels, la vraie mortalité, je ne parle pas des mortalités de gens atteints du Covid, la mortalité sur la population normale, ok, sur l'ensemble de la planète, on est à un taux de mortalité de 0,01% de cette maladie. D'accord ? Bon, alors, cette peur qui a été propagée fait que ce Covid aujourd'hui a mis à plat la planète. Mais ça, c'est pas dû au Covid ni aux populations. C'est dû au gouvernement. Alors, pour X raisons, ils ont choisi des modes de gestion qui sont le confinement, l'arrêt de l'économie et tout cela, qui fait qu'aujourd'hui, on nous dit, ah ben oui, mais on peut pas continuer parce que l'économie se meurt. Est-ce qu'on va bloquer un pays? Regardez combien, on va faire les comptes à la fin. Et on va voir combien ça va coûter d'avoir bloqué pratiquement 50%, 60% de l'humanité pour un virus qui tue, et on peut vérifier les chiffres. C'est pas, on va essayer de rester en dehors du monde complotiste. Vous prenez une calculatrice, vous prenez la population mondiale, vous faites les additions, tout le monde peut le faire en pourcentage. On est à 0,01% de mortalité sur ce Covid-19. Est-ce que ça justifie toutes les mesures qui sont prises? Est-ce que ça justifie toutes les réductions drastiques de liberté auxquelles on assiste? Est-ce que ça justifie cette espèce de propagande pour vacciner les gens massivement avec un vaccin dont le test n'est pas fini? On sait que la phase 3 n'est pas terminée, il ira jusqu'à 2022. Alors effectivement, il faut à un moment faire ce qu'on appelle la pharmacovigilance et le mettre dans la population, mais on n'est pas sur des populations de 100 000 personnes, on est sur des millions et des milliards d'individus qu'on va vacciner d'un coup avec un vaccin certes d'une technologie prometteuse, parce qu'on dit on peut espérer cette technologie pour le cancer par exemple, mais sur lequel on n'a pas de prévision de retour sur les longues durées. Sur la longue durée. En revanche, on a... personne ne peut répondre sur la longue durée. Un panel déjà de 50 millions, à l'échelle mondiale, de 50 millions de personnes qui se sont fait vacciner, et un retour, j'imagine, important, et une source d'information qui est riche pour les scientifiques, et qui permet d'accélérer là aussi... Allez demander aux 13 Norvégiens qui ont perdu leur vie sur 30 000 vaccinés. Parce que on dit des choses, alors j'ai entendu, parce que j'ai regardé un peu votre débat tout à l'heure, et j'ai entendu des choses effarantes. Aujourd'hui, alors c'est très important... Et le docteur Talarmin est d'ailleurs avec nous par téléphone, on va le retrouver dans un instant. Je l'ai entendu, alors j'ai pas le casque, donc je sais pas si... on va régler le problème, pour que j'entende bien, mais alors l'échantillon, et c'est pas encore des chiffres inventés, c'est le ministère de la Santé norvégien qui dit, d'accord, que sur un panel de 30 000 vaccinés, il y a eu 29 morts, dont 13 directement vérifiés, tués par le vaccin Pfizer. Ça veut dire très concrètement que Pfizer, en Norvège, je prends le cas norvégien, je m'arrête dessus un moment. En Norvège, sur cet échantillon de 30 000 personnes, vérifiables par tous, les autorités norvégiennes viennent d'affirmer que le lien de causalité entre les décès et la vaccination avait été établi.
formellement? Ah oui, bien sûr. C'est écrit. Le gouvernement norvégien a d'ailleurs demandé de ne pas vacciner les gens en fragilité, les gens frêles. Alors, j'aimerais bien que les médecins qui sont en ligne m'expliquent ce que c'est qu'une personne frêle. Ils ont arrêté la vaccination pour les gens frêles. Mais je prends cet exemple parce qu'il est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur cet échantillon de 30 000 personnes en Norvège, le vaccin Pfizer a tué plus que le Covid. Parce que le taux de mortalité du Covid en Norvège est de 0,01%. Alors, vous parlez du taux, mais Non, je parle du taux. Je prends la population. Vous parlez écoutez, que le vaccin tue plus. Non, attendez. Oui, non, mais c'est la réalité. La population de la Norvège est de 5 millions d'habitants. On est d'accord. Vérifiable. Je demande à chacun de prendre Google. Google est mon ami et on va pas sous les sites complotistes. Hein. La population de la Norvège est de 5 millions d'habitants. OK ? De décembre 2019 à décembre 2020, à janvier 2021, il y a eu 525 morts du Covid ou de la Covid en Norvège. Ça fait un taux de mortalité sur l'ensemble de la population globale en Norvège de 0,01%. Sur l'échantillon des 30 000 personnes vaccinées, on est à un taux de mortalité de 0,04%. Donc, Pfizer, sur cet échantillon-là, a tué plus que la Covid en Norvège. J'ai envie d'entendre la réponse du docteur Tallermin sur j'aimerais bien ce entendre, point précis. Docteur Tallermin, vous êtes avec nous? Non, mais je pense qu'on parle pas de la même chose. Là, on parle il y a eu combien de morts? 504 morts. En gros, la mortalité par le vaccin Covid, c'est 0,5% en moyenne. Voilà. Donc après, c'est sur la population, mais ça veut dire qu'il y a très peu de monde qui a été atteint du Covid en Norvège. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que ça tue pas beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Écoutez, docteur. Ensuite, 29 divisé par 30 000, ça peut pas faire 4. Déjà, on est sur 1. D'accord? Donc déjà, il y a une erreur. C'est 30 divisé par 30 000, ça fait 1 pour 1000. D'accord? On est d'accord là-dessus ou pas? Au moins sur les 30 000, sur 1 pour 1000, on est d'accord? 1 pour 1000, pourquoi? Mais au lieu de 4 pour 1000, vous me dites que c'est 4 pour 1000, moi je vous dis que c'est 1 pour 1000. Pas 4 pour 1000, je vous dis 0,04%. Ah non, mais c'est 0,04%. Oui. Non. 13. Je prends même pas les 29, je prends les 13, docteur. Je prends les 13. Comment? Les 13 reconnus, parce que les 29, on les a reconnus morts après la vaccination. Alors, moi, je veux bien entendre ce que dit le ministère norvégien. Les 29 ne sont pas tous attribués au Covid. Réellement et indiscutablement, il y a 13, pas Covid, je parle de Pfizer. Il y a 13 qui sont reconnus avoir été tués par le sérum de Pfizer, ok? Alors, sur ces 13 personnes, vous faites 13, d'accord? Sur 30 000, ça vous fait un taux de mortalité sur 30 000 personnes de 0,04%. Est-ce qu'on est d'accord? 0,04%. Ouais, peut-être. Ouais, bon, non, d'accord. Et vous prenez les chiffres de la population norvégienne globale, vous prenez le taux de morts, je regarde le nombre de morts, 525 morts de décembre 2019 à janvier 2021 en Suède, en Norvège. On est à 0,01% de mortalité sur l'ensemble de la population de Norvège. Est-ce qu'on est d'accord? Sur le taux, c'est possible, mais ça veut dire. Non, mais les chiffres sont là, ils sont clairs. Dites-moi oui ou non. Est-ce que c'est. Écoutez ce que je veux vous dire. Il y a eu moins de personnes infectées par le Covid qu'il y a eu de personnes vaccinées. Mais je ne veux pas savoir qui a eu plus de personnes infectées par le Covid ou pas. Je vous dis que cette maladie, écoutez-moi, cette maladie, écoutez, je vous ai entendu, je vous ai écouté à la télé, j'ai eu le respect de vous écouter à la télé pendant 1 heure avec toute votre platitude. Je vous dis que ces 30 000 personnes-là, je vous prends cet échantillon en Norvège, sur 30 000 personnes, il y a de quoi arrêter la vaccination sur l'ensemble de la planète. Si vous êtes un professionnel, vous devez le reconnaître. Donc arrêtez de raconter des bêtises aux gens. Moi, je ne suis pas un anti-vaccin, monsieur. Mais à un moment, il faut arrêter cette propagande, d'accord? Il faut arrêter cette propagande gouvernementale qui consiste à vacciner à tour de bras avec un produit sur lequel on n'a pas de recul. Et vous êtes un professionnel. J'ai votre pédigré, je vous connais, je vous respecte en tant que professionnel. Votre sens du professionnalisme devrait vous commander ça, d'avoir un minimum de recul là-dessus et pas jouer les petits propagandistes. Éric Coriolan, laisse le docteur Tallermin répondre. Il y a un recul de 50 millions de personnes vaccinées maintenant. Ouais, voilà, on sait que ça tue moins. Sur 50 millions. Coriolan, attendez. Il faut raisonner juste simplement. Voilà, on sait que ces 2 vaccins marchent. On ne sait pas ce que les autres vont donner. C'est la première des choses. D'accord? Donc, on va partir maintenant sur le fait, est-ce qu'on veut continuer? C'est quoi la solution pour se sortir de là? C'est quoi la solution? Vous voulez que je vous réponde? Oui? Vous voulez que je vous réponde?
Oui. Ben, les millions et les milliards que l'industrie pharmaceutique a distribués pour toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui, fallait l'investir dans l'approfondissement des recherches sur la chloroquine, par exemple. Les milliards qu'ils ont distribués... Attendez, laissez-moi finir, on va poser une question. Les milliards qu'ils ont investis dans leur remdesivir qui a tué du monde, qui a été enlevé du marché, ils auraient pu investir dans des recherches de solutions alternatives. D'accord? Pfizer est un voyou qui a financé le remdesivir avec Gilead. Est-ce que vous le reconnaissez ça? Il a été retiré du marché. Et malgré les recommandations de l'OMS, ça a quand même été commandé par l'Europe. Je n'ai d'action dans aucune compagnie pharmaceutique, je vous rassure tout de suite. Donc tout ce que je dis, c'est que on peut avoir, s'il y avait eu des traitements miracles, probablement, on n'aurait pas eu besoin de vaccin mammaire. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas de traitement miracle pour l'instant. C'est aussi bête que ça. Voilà. Donc, on n'a aucune solution. On sait qu'une personne qui rentre en réanimation, c'est une personne sur 3 qui va mourir. Voilà. Donc, c'est tout ce que je dis. Donc, après, c'est quoi la solution? Ben, il n'y en a pas 36 000. Donc, si on veut éliminer ce virus, on ne l'éliminera pas. Il est dans la population humaine. Il restera dans la population humaine. Le seul moyen d'empêcher de circuler, c'est que les gens soient immunisés. Donc, après, il y a 2 moyens. Soit on laisse aller la maladie, soit on vaccine. C'est tout. C'est aussi bête que ça. Il n'y a pas 36 solutions. Il y en a que non, monsieur. Soit on laisse aller la maladie. Je réponds juste un mot. 2 secondes. Monsieur, écoutez-moi. Non, mais je comprends ce que vous dites. Je vous dis simplement, vous dites que la seule solution, c'est le vaccin. Je vous dis non, c'est pas la seule solution. Le vaccin n'est pas la seule solution. Il faut soigner les gens. Il n'y a pas de recul. On a cherché à vendre du vaccin. Aujourd'hui, on est à l'étape de vaccination et on cherche à placer le produit. On est dans une opération commerciale. 2 points de vue différents. En tous les cas, on reste. Vous restez là, Monsieur Coriolan. Vous restez là, Monsieur également Talarmin, puisque on avait vendu le principe avec des appels d'auditeurs, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Pour juste avant, Sébastien, nous avons Charlotte Desabîmes qui nous a posé la question pendant le débat tout à l'heure. Ça s'adresse plutôt au docteur. Est-ce que se faire vacciner avec le nouveau vaccin Moderna, on pourra encore donner son sang? Docteur Talarmin. Oui, bien sûr, on pourra donner son sang. Comme après tout, c'est pareil pour une infection virale. Pendant quelques temps, on recommande de pas le faire. Et après, c'est fini. Une fois que c'est passé, encore une fois, l'ARN messager va être détruit extrêmement rapidement. La protéine va être produite. La protéine va créer des anticorps qui vont détruire cette protéine. Donc, en grosso modo, quand vous avez des anticorps, vous n'avez plus rien. Vous êtes guéri, vous êtes complètement normal. Donc oui, bien sûr, il n'y a aucun problème pour donner son sang. Une deuxième question, Alex de Sainte-Anne, qui demandait qu'il y a un délai entre les 2 prises. D'accord. Est-ce qu'on peut attraper le virus entre ce délai? Entre les 2 injections? Entre les 2 injections. Alors théoriquement, c'est pour ça que les Anglais ont retardé. La première dose est protectrice à 70%. Donc effectivement, on peut encore l'attraper, mais je crois qu'il y a eu récemment des cas dans des EHPAD où des personnes âgées n'avaient reçu que la première vaccination et n'ont pas fait de forme grave. Donc ils l'ont attrapé, effectivement. Ils ont été capables de transmettre, mais sans forme grave, ce qui est exceptionnel. Vous savez que chez les personnes âgées, c'est la roulette russe. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Vous attrapez le Covid, c'est 1 chance sur 6 de mourir, comme pour la roulette russe. Et Pâquerette de Sainte-Anne qui demandait, elle est allergique aux fruits de mer, aux crustacés, au laitage. Est-ce qu'elle peut se faire vacciner? Alors, on a pas mal de personnes qui ont effectivement pas mal d'allergies, hein, donc c'est pratiquement une personne sur 10 ou même un peu plus de personnes sur 10 qui viennent quasiment, qui sont allergiques, soit à un médicament, soit au pollen, soit on a eu également aux crustacés, et on les vaccine, on les surveille, on les garde suffisamment longtemps pour être sûr qu'ils ne fassent pas d'effet de réaction, et s'ils en font une, on sera là pour les traiter. Le docteur Jean-Claude Benoût est également avec nous par téléphone pour prolonger ce débat lié à la vaccination, au plan vaccinal ici déployé en Guadeloupe. Docteur Benoût, vous avez entendu, j'imagine, l'échange entre Éric Coriolan et le docteur Talarmin. Il faut peut-être rappeler, docteur Benoût, le bénéfice, risque et danger à l'échelle de la population. C'est ce qui pèse, puisque finalement un vaccin ne sera jamais anodin. Il y aura toujours entre guillemets des complications et on doit raisonner à une échelle globale, c'est ça? Bien sûr. Moi, si vous voulez, moi je suis médecin généraliste. Je suis médecin généraliste de quartier, médecin de famille. Je tiens beaucoup à cette appellation de médecin de famille. Et je vous avoue que j'entends des choses qui me font mal en tant que professionnel de santé, eu égard à ma profession, à ma formation, à ce que mes maîtres m'ont enseigné. Ma passion, c'est la médecine. Ma passion, c'est soigner les gens. Et quand j'entends M. Coriolan parler, ça fait mal quand on est médecin. Ça fait mal. Quel point en particulier, monsieur Benoût? Ça fait mal parce qu'on a l'impression que
on parle d'économie, de finances, comme si les médecins étaient des vendus. Non, c'est pas vrai. Moi, je répète encore une fois de plus, eu égard à mon expérience, et c'est pour cela que je me suis fait vacciner. Je suis suicidaire ou quoi? Je me suis fait vacciner le 8 décembre et mon rappel, c'est le 29 décembre. Est-ce que je suis suicidaire? Est-ce que je m'injecte dans mon corps? Je vais bien, je ne suis pas malade, je suis un médecin de plus de 50 ans, je suis en bonne santé, je me suis fait vacciner. Est-ce que je suis suicidaire? J'entends M. Coriolan parler, mais quand on est médecin, quand on est professionnel de santé, ça fait mal. Parce que c'est toute la déontologie de notre métier qui est piétinée. Moi, qu'est-ce que je dis? La vaccination, c'est quoi? La vaccination, c'est un médicament qu'on vous injecte pour vous protéger contre une maladie. On ne va pas rentrer dans les débats techniques. Les patients doivent savoir ce que c'est quoi un vaccin. On vous injecte une particule du microbe qui va permettre à votre organisme de développer des anticorps, de sorte que lorsque vous rencontrerez le vrai microbe, vos anticorps vont vous protéger. C'est tout. Et un microbe, un virus, une bactérie, ça évolue. Donc, c'est pour cela que chaque année, par exemple, le virus contre la grippe, le vaccin antigrippal, s'adapte au nouveau virus qui s'est formé. Parce que le virus grippal de 2018 n'est pas le virus grippal de 2019 et les chercheurs sont là. L'inquiétude de mes patients, c'est quoi? Premièrement, docteur, mais comment ça se fait que en très peu de temps, on ait mis un vaccin au point? Moi, je leur réponds tout simplement. Et même moi, en février-mars, j'étais sceptique en tant que médecin quand j'ai repris mes études, j'ai repris mes carnets d'étudiants. Effectivement, je me suis dit, mais mince, c'est bizarre. Un vaccin, ça va pas aussi vite. Donc, je dis, attends, avant, je me renseigne. Et j'ai appris que la technique de l'ARN messager était une technique, ça fait plus de 15 ans que des chercheurs se penchent dessus. Premièrement. Ensuite, il faut savoir, et ça c'est très important ce que je vais dire, c'est que, pour le coup, le virus du Covid-19 touche des pays industrialisés. Ça met à mal l'économie mondiale. Ça met à mal l'ordre économique mondial. C'est pas le virus Ebola qui tue des Africains dans leur coin que ça n'intéresse personne. Là, pour le coup, c'est un virus qui est en train de mettre à mal des économies mondiales. Alors, on va donner la parole à deux minutes à Éric Coriolan. Avant de prendre quelques appels d'auditeurs, le standard est en train d'exploser ici. D'accord, ok. Monsieur Coriolan, j'imagine que votre propos n'était pas de remettre en cause l'honnêteté intellectuelle des médecins. Et Jean-Claude Guébenou, que je connais très bien et que je respecte, docteur Guébenou, je ne mets pas en doute votre sincérité. Ça n'est pas ça. Mais vous avez évacué la question économique pour revenir là-dessus. C'est bizarre. Vous l'avez évacué, vous êtes revenu dessus. Effectivement, ce virus touche essentiellement les pays occidentalisés, les pays riches. Et je vous donne quelques exemples. Vous connaissez, je l'ai abordé tout à l'heure en d'autres termes, le scandale du Remdesivir. Vous en êtes conscient, vous le constatez, vous êtes d'accord que c'est un scandale. Le quoi? Le scandale du Remdesivir. Oui. C'est un scandale financier. Non, oui ou non, mais répondez-moi par oui ou par non. Mais vous parlez de quelle molécule? Non, je vous parle du Remdesivir qui a été enlevé du marché en décembre après que l'Europe ait fait une précommande de d'1,5 milliard. Non, mais on est d'accord. Or, on savait qu'il ne fonctionnait pas. Je vous demande, est-ce que c'est une opération financière ou pas? Je n'ai pas le dossier. Enfin, moi, je parle pas. Bon, vous n'avez pas le dossier. Donc, je vous dis que c'est une opération financière. Et je reviens juste 2 secondes sur tous les chiffres que j'ai entendus tout à l'heure en télévision. J'ai entendu parler d'Israël et tout ça. Les pays les plus vaccinés. Israël, aujourd'hui, regardez la courbe de mortalité. D'accord? On est entre les deux rappels. Alors, petite parenthèse, je ne veux pas m'exprimer en tant que scientifique.
je suis un citoyen Un qui observateur. s'informe, un observateur qui s'informe. Et je Tout à fait. regarde qu'en Israël, la courbe de mortalité s'envole. En Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, la courbe de mortalité s'envole. Ce sont les pays les plus vaccinés aujourd'hui avant la France. Allez, D'accord on va certainement retrouver le docteur Talarmin pour répondre sur ces questions-là, mais des questions d'auditeurs, Pat. Nous avons D'abord. Michel qui nous appelle de Petit Canal. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir Pat, bonsoir à tout le monde qui a écouté nous. Après, ce n'est pas un débat là en bétain, mais non, question qui est toujours, non, en bétain, en temps est toujours inquiété, moi. En temps, en partie, les intervenants. Bon, ok, vaccin là, nous peut prendre. Il a dit fiable, il a dit non, fiabilité à 95%. Pourquoi c'est qu'on a qui créé là, il n'y a pas qu'engager responsabilité, il y a aussi des mecs en problème, je peux reprendre responsabilité à eux. D'accord. Alors qu'il y a qu'à assumer à 95% est bon. Donc, prendre responsabilité ne fait qu'à 95%. Peut-être une réponse de la part du docteur Talarmin, Antoine Talarmin, sur ce deal manifestement conclu entre les laboratoires et les États acheteurs autour de la responsabilité compte tenu de l'urgence dans laquelle le vaccin a été fabriqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en savez? Bon, je ne sais pas grand-chose. Je crois que il y a eu comment on organisait les choses. Les médecins ont demandé à être protégés par l'État, effectivement, pour ne pas avoir à répondre le faire. Ce qui pourrait, moi, me paraît logique, que les médecins, l'assurance des médecins ne joue pas forcément pour quelque chose qui est une recommandation en urgence. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Ça me paraît parfaitement logique. Moi, c'est pas ça me choque pas du tout. Ensuite, pour dire que les histoires de scandales financiers sur la remdesivir, je voudrais juste remettre les choses à l'heure. D'abord, c'est pas 1,5 milliard, c'est 1 milliard qui aurait été aidé sur un contrat des milliards par l'Europe, pas par la France, d'accord. L'Europe, c'est qui, monsieur? Non, mais cette blague-là, non, mais écoutez, non, mais arrêtez un moment. L'Europe, c'est qui, monsieur? Non, l'Europe, c'est qui? Si la France s'oppose, la France ne fait pas partie de l'Europe depuis quand? Il faut arrêter de dire des contre-vérités sous couvert de diplôme scientifique. Parce que vous êtes médecin. On le laisse finir. Non, mais il faut. Monsieur Coriol, oui. On le laisse finir. J'y croyais pas plus qu'au reste. Voilà, c'est tout. Moi, comme les autres, parce que je suis médecin justement, je ne fais que suivre les études qui sont fiables. Non, vous suivez surtout vous suivez les directives gouvernementales, monsieur. Pas du tout. C'est ce que vous faites. Le remdesivir, ça fait un moment on y a cru, ça fait un moment qu'on n'y croit plus, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je sais. De la même manière pour la chloroquine, ça fait un moment qu'on sait que ça ne marche pas, c'est comme ça. Voilà, les choses tombent, et pour l'instant, il y a pas un seul traitement valable qui a été mis à jour. C'est comme ça. Voilà, mais c'est tout ce que je dis. Moi, j'ai aucune action. Je défends pas qui que ce soit. Je m'en moque complètement. Moi, je lis juste les choses. Je dis que pour l'instant, il n'y a pas de traitement qui marche. Donc, un patient qui va rentrer en réanimation en dehors de l'oxygène, il n'y a rien à espérer. Et donc, ça veut dire que un patient sur 3 va mourir comme précédemment. Allez, voilà, on reprend, Pat, une autre question d'auditeur. De Laure qui nous attend au moule. Bonsoir Laure. Bonsoir Laure. Oui, bonsoir. J'ai une question, puisque normalement, je ne sais pas comment se fait justement cette vaccination. Est-ce que c'est vraiment des principes très compliqués par rapport à l'injection d'une DT polio ou les vaccins classiques? Parce que je sais qu'il y a un forfait qui n'est pas de moindre, qui est alloué justement à la vaccination à hauteur de. Attendez que je vous dise ça. Je me trompe pas. Soyons précis ce soir. Un forfait de rémunération à hauteur de 420 € la demi-journée ou 105 € de l'heure si présence de moins de 4 heures. Donc chaque heure entamée étant due par exemple à 1h30 de présence peut être facturé 2 heures. Donc pour quelle raison est-ce que c'est un principe qui est complètement qui est très compliqué à mettre en place pour pouvoir allouer un tel forfait. Si c'est pas inciter les professionnels de santé à encourager les personnes à convaincre les patients. Merci Laure. Oui, allez-y docteur Beno. Voilà, alors je veux dire à cette auditrice qu'elle a parfaitement raison et que sur le réseau des médecins de Guadeloupe, on a un réseau social, nous avons été choqués quand nous avons appris cette mesure qui consistait à rémunérer les médecins
pour pratiquer cette vaccination. Moi, ça m'a choqué parce que je travaille, je suis médecin, c'est un métier et tout métier mérite salaire. Donc, quand je suis à mon cabinet, je travaille, les patients, une fois que je les ai examinés, ils me donnent les honoraires, etc. On a été tous choqués de cette mesure qui vient discréditer le travail des médecins. Je ne comprends pas, moi, que à ce niveau-là, que dans un ministère, des gens puissent pondre des arrêtés comme celui-là parce que ça vient discréditer le travail des médecins. Quand je suis en consultation et que à la fin de ma consultation, je vaccine un patient, mais je n'ai pas une surrémunération. On a bien compris, docteur Benoît. Donc c'était choquant et je suis d'accord avec cette patiente. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai dit que j'étais prêt en tant que médecin vaccinateur à donner sur mes consultations un temps à l'Institut Pasteur ou ailleurs pour pouvoir vacciner et je le ferai de manière totalement bénévole. Je ne veux pas de ce forfait. Une réaction justement, on va retrouver la magie de la technique et on salue toutes les équipes techniques de la première puisque nous sommes à Saint-Martin mais à Saint-Barth, le studio de production Laura et le professeur Raymond Césaire sont également avec nous pour peut-être professeur Césaire une réaction sur ce défraiement octroyé aux médecins qui vaccinent. Allez-y professeur. Oui, alors on est dans des choses qui sont tout à fait normales, habituelles, au niveau des consultations médicales. Donc moi je voudrais rebondir sur une discussion là qui a eu lieu. Je crois que on est dans sur l'intérêt des laboratoires et l'intérêt financier. Il y a une grande discussion là-dessus. Oui, alors là nous on n'est pas là pour discuter cet aspect. Je voudrais simplement dire que plusieurs laboratoires se sont engagés proposer des candidats à vaccins. On peut prendre l'exemple du laboratoire du grand groupe français Sanofi. Qui a été recalé quelque part. Il n'a pas passé les essais de phase 2. Il est obligé de revoir sa copie. Je pense qu'on devrait plutôt s'interroger sur le fait, est-ce que Sanofi Pasteur ne devrait pas mettre ses chaînes de production à disposition des vaccins qui sont aujourd'hui, dont l'efficacité a été prouvée. Ça, c'est une vraie question. Parce qu'on est vraiment dans une situation de mobilisation internationale. Donc dans tous les pays, tous les instituts, je parlais tout à l'heure de l'Institut Carlos Finlay à Cuba, donc qui essaie d'avancer le plus vite possible parce qu'on a besoin de ces vaccins. En termes de, je ne veux pas rentrer non plus dans une querelle de chiffres, mais bon, c'est quand même 2 millions de décès dans le monde, c'est 400 000 décès aux États-Unis. On connaît la politique catastrophique de l'administration Trump. C'est plus de 200 000 décès également au Brésil. Là aussi, on peut critiquer bien évidemment la politique mise en place. La politique du président actuel du Brésil. En France, c'est 70 000 décès. Donc c'est un problème majeur. Donc on ne peut pas dire que on est dans une situation d'une simple grippe. On est dans un problème de pandémie, dans un phénomène qui est mondial avec une mobilisation internationale. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, Monsieur Coriolan parlait plutôt que d'une stratégie pour guérir, si j'ai bien compris, d'une stratégie financière. Aujourd'hui, le débat, il n'est pas à ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui le débat n'est pas surtout de savoir comment, on a plus de 154 laboratoires, 54 propositions qui ont été faites aujourd'hui. Le débat, est-ce qu'il n'est pas aussi de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas se mettre en commun pour l'intérêt médical de tout le monde aujourd'hui? Oui, par rapport au vaccin dont l'efficacité a été démontrée sur ces 154 candidats, donc beaucoup ne sont pas arrivés à ce stade-là. Donc les deux vaccins aujourd'hui disponibles ont franchi l'étape des essais cliniques de phase 3, c'est quelque chose qui est extrêmement rigoureux. Le vaccin d'AstraZeneca
le dossier va être, la décision va être prise le 29 janvier par la Commission européenne. La vraie question, c'est avec les différents vaccins qui vont arriver, donc le vaccin cubain, le vaccin produit dans différents pays du monde. La vraie question aussi, c'est est-ce que nous avons à l'échelle de l'Union européenne, est-ce que la Commission européenne a préempté suffisamment de vaccins? On voit que des pays comme l'Allemagne sont obligés de ralentir sur la vaccination. Voilà. Ce que nous savons, c'est que nous avons des vaccins qui sont à disposition. Nous devons donc saisir cette possibilité. Donc, il faut vraiment que l'on avance. Alors une petite question pratique sur le Facebook Live. Il y a un des intervenants, de nos auditeurs qui nous suivent sur Internet, qui demande pourquoi la chloroquine a été abandonnée. Puisque ça faisait partie des solutions alternatives qui avaient été mises en avant, notamment par le docteur Raoult, qui lui-même, entre-temps, en tout cas, s'est rangé dans le rang de la vaccination. Pourquoi aujourd'hui la chloroquine elle a été abandonnée? Oui, alors c'était une piste sérieuse que l'on se devait d'étudier. Qui a été un médicament qui a été prescrit, qui a été dans nos différents CHU. Simplement les essais cliniques ne sont pas parvenus à prouver, à apporter la preuve de l'efficacité de ce médicament. Alors, donc vous parliez juste au titre du remdesivir. Donc là, les études ont montré que c'était un médicament qui n'était pas efficace. Donc voilà, la recherche se poursuit pour trouver donc des traitements qui pourraient être utiles. Donc voilà, on est sur un champ qui est différent, mais qui est complémentaire. Alors, encore une fois, la preuve est apportée par ces grandes études de l'efficacité de ces deux vaccins aujourd'hui disponibles, et on attend de voir ce qui va être statué pour AstraZeneca et les vaccins qui vont arriver dans les semaines ou dans les mois à venir. Alors l'inquiétude, professeur, aussi, c'est de se demander, est-ce que pour ces deux vaccins qu'on commercialise, qu'on administre aujourd'hui, est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, on va pas nous dire finalement non, ceux-là aussi c'était pas la bonne solution, que des effets secondaires à long terme plus graves que ceux qu'on connaît, là on les connaît, on a parlé de fièvre, de douleur au point d'injection, de quelques cas de choc anaphylactique aussi, des problèmes d'allergie. Est-ce que quelle garantie on a aujourd'hui que dans 6 mois, 1 an, on n'aura pas cette même situation que pour la chloroquine, par exemple, pour faire demi-tour? Alors, ce qu'on sait en termes de la première chose, c'est que, encore une fois, cette preuve d'efficacité de 95% pour l'un ou 94% pour l'autre, elle est apportée par des études de phase 3. Aucun médicament n'a pu franchir cette étape de ces études de phase 3. Donc, ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, d'une manière générale, avec les vaccins, donc, il peut y avoir des effets indésirables. Ces effets indésirables surviennent, ce que disent les spécialistes de la vaccinologie, dans les 6 semaines qui suivent la vaccination, donc on va dire peut-être 3 mois. Voilà, donc ça c'est un élément. C'est un peu comme tout médicament. Tout médicament peut avoir des effets indésirables, mais les médicaments, on connaît bon nombre de traitements qui ont un Vous êtes en mesure de dire très, aujourd'hui très qu'à important. long terme, on n'aura pas d'autres contre-indications, parce que c'est ça la grande inquiétude aujourd'hui. Alors, je n'ai pas dit ça. Je dis que la preuve de leur efficacité et de leur sûreté a été apportée, donc avec un recul maintenant d'à peu près 6 mois. Donc voilà, on sait que pour ce qui concerne un vaccin, c'est un recul suffisant pour apporter la preuve de sa bonne tolérance. Donc c'est ce que l'on peut dire aujourd'hui. Donc ce cap a été franchi. Très bien, on va peut-être retrouver des questions d'auditeurs avec vous, Sébastien. Absolument, les auditeurs de la première veille ce soir et sont intéressés par tout ce qui se dit, avec d'autres questions. Nous avons Christophe qui nous appelle depuis la ville de Vieux Habitants. Bonsoir Christophe. Oui, bien bonsoir. Bonsoir Christophe. La question? Oui, en fait, je suis le débat, je l'ai pris en cours. Et j'entends, on a des médecins et tout ça qui essaient de répondre au mieux pour qu'on puisse comprendre en fait ce qu'il y a à faire. Mais lorsque M. Coriolan parle, par exemple,
des chiffres dans différents pays. C'est comme il dit, il est observateur, il regarde, il suit, il essaie de prendre des informations quand même. Et là, j'entends certaines réponses des médecins. Comme le dit, les médecins, ils sont médecins et puis ils connaissent leur travail. Mais je trouve que pour moi, les réponses données à certaines données que lui, M. Coriolan, il transmet, n'ont rien à voir avec la médecine proprement dite. Bon, ça c'est une observation. Une observation. Une question peut-être, Christophe. rapidement. Ma question, c'est que lorsqu'on me dit que le médicament là qu'on veut que les gens puissent s'injecter a été fait rapidement parce qu'il y a une nouvelle technologie, je me dis depuis le temps qu'on a des maladies de civilisation comme le cancer, le sida et les différentes autres maladies, pourquoi ils n'ont pas jusqu'à maintenant trouvé le vaccin pour ces maladies-là? ARN messager qui va tellement vite. On n'a rien sur ça. Alors qu'on avait il y a Monsieur Sebi qui a trouvé le moyen de guérir le sida et toutes les autres maladies de civilisation qu'on connaît. Et personne ne parle de lui. Personne ne parle de lui. Alors on va rester sur en tous les cas le pourquoi ce type de vaccin n'a pas été développé également dans d'autres pathologies. C'est une bonne question, Christophe. On va peut-être prendre une autre question également, Pat. Merci Christophe. Il y a Béatrice qui nous appelle des Abîmes. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Béatrice. Bonsoir à tous. Je vais essayer de faire court, mais avant tout, je dis un premier mot avec tout respect que j'ai pour ceux qui sont sur le plateau, que je vais être direct. Je vais plus parler de moi, comme ça je vexe personne, je ne parle pas pour la population sur la terre entière. Je vais prendre un exemple bête concernant les médicaments avant la crise sanitaire. On avait les va-et-vient. Malheureusement, j'en ai aucun dans ma tête là comme exemple. Ça vient, on met en circulation, on consomme, on fait confiance à son médecin. Je n'accuse aucun médecin, j'ai bien dit, j'ai un respect pour tout le monde. Après, on retire. Pourquoi j'ai parlé de ça? Je sais qu'on parle du vaccin du Covid, là, mais bon, je voulais juste faire... Comme on a parlé de la confiance de la population, j'ai pris au début, à l'émission, j'ai pas pris en compte, j'ai pris au début. Alors là, je vais parler de Béatrice. Moi, personnellement, je crois que je suis en surpoids, soit obèse, d'après ce que j'ai compris, d'accord? Et pourtant, ça ne m'effraie pas. Et je vais justifier pourquoi. Et j'aurai ma question à la fin. S'il vous plaît. Rapidement. Je vais raccrocher. Je ne comprends pas pourquoi il faut... Enfin, je sors de chez moi, je vois comment les gens réagissent. Il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de vie. D'accord? Et pourtant, ça ne m'effraie pas. Alors, je vais faire d'abord une graine sèche. Je me permets, après la question dernière, s'il vous plaît. Je le prends en créole. Quitte à ce que je meurs, je préfère ne pas prendre ce vaccin-là. Et encore là, je ne suis pas vulgaire. Et ma question, c'est, le vaccin, il y a un truc que je ne comprends pas. Il était déjà là avant la crise sanitaire. Il était bien caché quelque part, je ne sais pas. Le vaccin? Je raccroche, j'écoute la réponse. Ok, merci Béatrice. Allez, juste, on va prendre une dernière personne. Une dernière et ensuite on va répondre à ces trois questions. Il y a Joka qui nous appelle depuis Vieux Habitants. Bonsoir Joka. Bonsoir Pat et bonsoir à tous. Bonsoir Joka. Voilà, moi je veux juste poser une question simple. Merci. Concernant la composition du vaccin. Parce que j'ai entendu des définitions du vaccin, des définitions usuelles. Mais est-ce qu'on ne peut pas nous dire ce qu'il y a dans le vaccin de telle manière qu'on puisse faire nos recherches après? D'accord. Okay. On va tâcher de répondre à cette question. Allez, d'abord peut-être la question de Christophe sur ce vaccin rapidement mis au point et pourquoi finalement la science n'est pas parvenue à en faire de même pour d'autres pathologies qui traînent depuis très longtemps ici. Voilà. Le professeur peut-être Césaire pour répondre à cette question. Professeur, pourquoi l'ARN messager n'est pas utilisé pour d'autres maladies? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est possible? Moi, je suis convaincu qu'il va l'être.
Je pense que ce qu'il faut, on parle des grands groupes pharmaceutiques. Bon, la société BioNTech là, qui a mis au point ce vaccin ARN extrêmement performant, en fait, a été créé par un médecin hématologue allemand d'origine turque, professeur donc d'hématologie. Et l'objet de la recherche, c'était de mettre au point des vaccins thérapeutiques dans le cancer. C'est avec l'ARN de faire exprimer des protéines qui vont aider finalement l'organisme, le système immunitaire à se défendre contre les cancers. Donc c'est une voie de recherche importante. En ce qui concerne, la question est très juste également concernant le VIH-Sida. Bon, on est dans un contexte très différent. Le VIH, c'est un virus qui a une variabilité tout à fait extraordinaire. Bon, aujourd'hui, on n'a pas réussi à mettre au point de vaccin contre cet agent. Par contre, on a la trithérapie. On a des médicaments qui sont extrêmement efficaces. Donc voilà, donc alors on peut parler aussi des problématiques des épidémies à Ebola en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, même le chikungunya ou le Zika qui a touché les pays des zones intertropicales. Eh bien, on a clairement manqué de moyens pour que ces recherches aboutissent. Il y a des études cliniques de phase 1, de phase 2 contre ces différents virus. Il y a aujourd'hui un vaccin qui a eu l'autorisation en 2019 pour le virus Ebola, qui est basé sur un autre principe. Moi, je pense que cette technologie, ce progrès des vaccins ARN va bénéficier à nombre de maladies infectieuses. Alors, il y avait une autre question sur la composition du vaccin aussi. Est-ce qu'on peut donner des précisions sur la composition du vaccin ? Oui, alors cette composition, elle est disponible. On peut la trouver très très aisément parce qu'à partir du moment où il y a autorisation de mise sur le marché, il y a publication de la RCP. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on connaît la composition exacte du vaccin comme pour tout médicament. On peut trouver la composition dans le Vidal. Alors je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite explication sur cette composition? Nous pouvons entendre, nous, comme des mortels, j'ai envie de dire, pas scientifiques. C'est pas évident à expliquer. Ces deux vaccins ARN sont, le principe actif, ce sont donc des acides nucléiques, des ARN. C'est un ARN qui va coder la protéine qu'on appelle Spike, protéine qu'on connaît bien aujourd'hui, et qui va permettre l'expression de cette protéine et qui va permettre à notre système immunitaire de s'entraîner finalement à riposter contre le virus. Et ce qui est très important, c'est que on fabrique à la fois des anticorps contre différentes cibles de cette protéine et notre organisme développe également une immunité cellulaire et puis avec des cellules, des lymphocytes mémoire. Donc c'est le principe de base de la vaccination depuis Pasteur. C'est cette réponse mémoire qui peut se déclencher très rapidement et finalement contrecarrer très vite l'agent infectieux. Et puis il y a des molécules lipidiques, des lipides, qui enveloppent cet ARN qui permet simplement de le transporter. Voilà. Puis après, il y a des sels, des sucres. Enfin voilà, la composition, elle est aujourd'hui la connue. Composition précise, c'est un peu compliqué parce que ce sont des termes très très scientifiques, mais en tout cas sur le fonctionnement de ce vaccin, il y a cette fameuse petite vidéo dont on parlait tout à l'heure du docteur Bonjour que vous pourrez retrouver sur notre site. La première, on va retrouver Sébastien dans l'autre studio pour d'autres questions. Sébastien. Oh, les questions, peut-être la dernière. J'ai envie d'entendre Eric Coriolan sur la question de Béatrice, qui laissait entendre, Eric, que le vaccin, finalement, aurait été, pour être aussi rapidement sur le marché, aurait été peut-être préparé en amont, avant... Je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des laboratoires. J'écoutais attentivement le docteur Césaire et j'adore sa voix posée. Il me fait penser au corbeau, vous savez, la fable de La Fontaine. Le renard et le corbeau. Et il parle, parce que Madame de Nux maintenant ne pointe plus pour défendre le vaccin. Il a trouvé son alter ego qui est Monsieur Césaire, d'accord, pour venir vendre le vaccin aux Guadeloupéens de manière très posée, avec des termes techniques. Donc Monsieur Césaire qui a menti récemment en disant qu'il allait se faire vacciner pour protéger ses proches. Or, c'est un mensonge, je le dis, c'est un mensonge. Quand on sait que le vaccin ne protège pas de la contamination, ce sont des faits avérés, ça. Pfizer le dit. Comment vous pouvez vous dire aux Guadeloupéens, Monsieur Césaire ou les autres, que vous allez vous vacciner pour protéger vos proches?
Aujourd'hui, la seule chose qui est reconnue de ce vaccin, c'est qu'il protège éventuellement contre les formes sévères de la Covid. Et ça sera confirmé dans 2 ans lorsque les essais seront terminés. Donc on est quand même sur un produit nouveau, une nouvelle technologie qui mérite énormément de recul. Je répète que je ne suis pas anti-vaccin, mais messieurs, reprenez vos éprouvettes, travaillez encore, en attendant soignez les gens. En Guadeloupe, nous avons, et c'est dommage qu'on n'a pas approfondi ça, mais en Guadeloupe, nous avons des alternatives. Il faut que des gens sortent du bois, du silence, pour soigner les gens. Je répète que ça tue à 0,02% en Guadeloupe. Alors j'ai parlé des pays du monde. On n'est pas dans un truc où on passe dans la rue, on voit des gens morts à tout coin de rue. Allez, on écoute la réponse du professeur Raymond Césaire. J'imagine qu'il a quelque chose à vous répondre. Et alors, pourquoi avez-vous dit que vous protégez vos proches? Je regrette vos propos. Je pense que voilà, on n'est pas dans une bonne discussion. Je regrette très sincèrement. Bon, j'ai eu ma première dose de vaccin. J'ai la date précise de mon rappel. Ce sera le mercredi 3 février. Alors, vous avez été vacciné il y a 10 jours et vous aurez la deuxième injection le 3 février. 3 février, voilà. Après, quand on parle de se protéger soi-même, j'ai un certain âge. Donc j'estime que voilà, me faire vacciner, c'était me protéger moi-même. C'était ma décision. Je respecte la décision de chacun, mais voilà, c'était ma décision. Quand je parle de protéger nos proches, je parle de protéger les personnes, nos anciens, les personnes âgées, les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Donc c'est en ce sens que notre devoir, je parle des 83 médecins et scientifiques qui ont voulu qui se sont faire fait vacciner et faire le manifeste. Cette publication, cette démarche, c'est un devoir d'informer. Il s'agit vraiment de protéger nos proches. Voilà, on va conclure peut-être là-dessus l'émission du Strescast. Et c'est voilà, donc on arrive au terme de cette prolongation à 22h29. On remercie bien sûr les docteurs Benou et Talamin qui sont restés avec nous également par téléphone pour cette conclusion, qui nous ont éclairé tout au long de cette soirée. On remercie également le professeur Césaire, le docteur Iris Arémus, vous, Éric Coriolan, Fabrice Gott également, qui a accepté de répondre à nos invitations. On remercie tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, Michael, Laurence, Christophe, Béatrice ou Joka ce soir, notamment pour leurs questions. On vous remercie de votre fidélité. On remercie l'ensemble des équipes techniques et éditoriales qui nous ont permis de réaliser cette émission, ce débat donc sur tous les supports de la première. On vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit et on se retrouve très vite.